Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Un professeur de l'université Lyon 2 a provoqué l'émoi en listant des noms, mais pas n'importe lesquels, Perico. Oui, c'est à l'université de Lyon 2, un professeur d'histoire médiévale se met à lister des noms de personnalités françaises. Bernard-Henri Lévy, Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, l'acteur Michel Boujna, le philosophe Raphaël Enthoven, et bien d'autres, en les jetant en pâture, j'allais dire, comme des génocidaires à boycotter. Il utilise l'expression génocidaire à boycotter, c'est-à-dire qu'il les accuse d'être complices du génocide des Palestiniens à Gaza par l'armée israélienne. On sait le débat suscité par l'intervention de Tsahal après le massacre du 7 octobre. La polémique court encore plus que la polémique. La déchirure, l'émoi légitime effectivement de cette tragédie qui va dans les deux sens. Il y a des victimes israéliennes et il y a eu des victimes palestiniennes. Mais de là à ce qu'un professeur d'université à Lyon 2, professeur d'histoire médiévale, en plus c'est quelqu'un qui est instruit, qui est informé, puisse établir en 2025 une liste de personnalités en les traitant de génocidaires et qu'il faut les boycotter, en quoi, est-ce qu'on boycotte de quoi? C'est quand même très étonnant, c'est dire le niveau, j'allais dire un peu de folie, de déséquilibre, de manque de perception des réalités dans une période de tension épouvantable où justement la crispation atteint à un moment donné certains niveaux tragiques. Un prof d'histoire, il est là pour enseigner l'histoire, il est pas là pour la créer, pour la susciter, et ni pour appeler à des comportements qui peuvent finir très mal quand on lance comme ça, quand on dit quelqu'un génocidaire à boycotter. Génocidaire, ça veut dire qu'il a participé à un génocide, à des crimes. Voilà. Donc je pense qu'évidemment les réponses des pouvoirs publics sont très claires et de l'éducation nationale, mais que l'on puisse observer et constater ce genre de phénomène aujourd'hui en 2025, il n'y a pas que ça qui nous perturbe et qui nous désole quelquefois, mais là quand même il y a certains sommets sont atteints quelquefois et ça nous laisse pantois. On peut aussi rappeler que Fabrice Balanche, professeur à l'université Lyon 2, avait été viré de ses cours par des étudiants pro-Palestine au mois d'avril, donc ça ne va pas fort dans cette université. Dans un sens, dans l'autre, ça tourne pas rond. Et pendant ce temps, à Rennes, un professeur a été menacé de mort le mois dernier pour une raison qui devient malheureusement presque commune. Oui, c'est le directeur de l'école des Cloteaux, dans un quartier du sud de Rennes, menacé de mort par une famille. On reproche à cet enseignant, il est chef d'établissement, donc il s'occupe des jeunes élèves, des petites filles qui, s'il faut les conduire vers les toilettes ou je sais pas, pour leur sécurité, pour leur confort, en tout cas s'occuper comme on s'occupe des enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles. Un chef d'établissement, il est là pour accompagner ses élèves, les guider, les aider. Et cette famille n'a pas du tout apprécié que ce chef d'établissement homme puisse s'occuper des petites filles. On part tout de suite dans des considérations absolument démentes et c'est allé jusqu'à la menace de mort. Réaction immédiate non seulement des familles mais des citoyens, et il y a une manifestation assez massive qui a eu lieu à Rennes pour protester contre ce genre de dérive. Enfin, je vais pas rafter de mauvais souvenirs dans l'éducation nationale de ces héros qui ont été victimes jusqu'au prix de leur vie pour avoir exercé leur fonction d'enseignant de la République dans le cadre de l'éducation nationale. Et là, c'est un chef d'établissement, il s'occupe de ses enfants et de ses élèves parce que c'est son métier, c'est son obligation, c'est son devoir, et il se prend des menaces de mort pour ça. Là aussi, à nouveau, un malaise de plus. Ce pays ne va pas bien. La France est dans tous ses états. Là, je peux vous dire qu'elle est dans un très mauvais état. Alors Maude, une histoire saugrenue. Une voleuse s'est miraculeusement repentie parce qu'elle avait été tout simplement dénoncée par sa victime. Et l'histoire pourrait inspirer d'autres patrons de magasins. Ça s'est passé à Caen la semaine dernière dans un Carrefour City. Le 20 novembre, le gérant du magasin découvre sur les vidéosurveillances une femme volant un Kinder à la caisse. Alors c'est un petit vol, me direz-vous. Le problème, c'est que c'est tous les jours. Alors le gérant a décidé de passer un cap. Il a appelé la police. Non. Non.
Il a fait appel à une société de vigile. Non plus, mieux Alors que ça. Moins cher et apparemment plus efficace. Le gérant du Carrefour City a tout simplement fait des captures d'écran, des vidéosurveillance où l'on aperçoit les voleurs, puis les a diffusées sur Facebook avec ce commentaire, je le cite, « Aujourd'hui déjà 2 vols au magasin, bière et viande pour la dame en photo, Kinder pour une autre personne. On les attend pour rembourser, puis être interdit 1 an. Vous volez, je vous affiche, et en plus vous êtes interdit de magasin. À qui le tour? Marre de faire autre chose que notre travail. » Maud, sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait peur aux voleurs? Grâce au relais et au soutien du collectif Ras-le-Vol, oui. Le principe de ce collectif, c'est d'afficher publiquement les voleurs présumés pour ensuite les bannir du magasin et faire pression pour qu'ils remboursent. Et ça n'a pas manqué. Dès le lendemain, une famille prend contact avec le commerçant et avec le collectif. L'un des voleurs mis en cause est mineur. Il a donc rédigé une lettre d'excuse et a fourni un dédommagement au magasin. Quant à la femme qui avait volé le Kinder, elle est également venue, dit-elle, régler son oubli. Le collectif a donc retiré l'image du mineur afin de respecter la législation en vigueur, bien sûr, tout en revendiquant l'efficacité de sa méthode. Ras-le-Vol, le collectif, avait d'ailleurs publié une enquête en 2024, Perico, révélant que 8 commerçants sur 10 avaient déjà été victimes de vol. Alors, je vais vous donner lecture de la lettre, du petit mot qui a été écrit, mais c'est un délice. Bonjour, je tiens à m'excuser sincèrement d'avoir volé j'aurais du mal à lire, c'est Kinder dans votre magasin. C'était une erreur de jugement et je regrette mon geste. Je comprends que ce comportement n'est pas acceptable et je vous assure que cela ne se reproduira plus. Merci de votre compréhension. Bonne journée. Cordialement. Il n'y a pas une faute de français. Alors, on imagine que les parents étaient derrière. Mais même si ce petit mot a été dicté, mais c'est bien. C'est touchant. C'est de l'éducation. Hein. Voilà. Faut leur taper sur les doigts. Si à chaque fois qu'un voleur ou quelqu'un qui fait une bêtise s'excusait comme ça, en plus par écrit, avec de sa main, voilà, elle aurait pu envoyer un tweet ou quelque chose d'écrit. Elle écrit de sa petite main, l'écriture. C'est bien, à l'ancienne. À l'ancienne, l'écriture était touchante, voilà. Donc, vous voyez, ne perdons pas espoir. Voilà, quand il y a des bêtises, faut gronder. Alors, c'est vrai que je crois que c'est interdit d'afficher des visages. Oui, on n'a pas le droit, c'est pour ça qu'ils ont retiré ensuite. Ça fait un peu ça fait le pilori, hein. C'est, un pilori gentiment mené quand on en a alors l'association s'appelle Ras-le-Vol, hein. Ras-le-Vol, ouais, c'est bien trouvé. Et c'est sur Facebook. Ils en ont ras-le-vol, j'ai envie de dire autre chose, mais enfin, ils en ont, pour l'instant, on va se contenter du vol, ras-le-vol, et les petits forfaits, les petits bandits, les petits coquins, hein, qui ont pas volé l'orange, comme dans la chanson de, il a volé l'orange du marchand, ils ont volé des Kinder, voilà. Et puis, il a envoyé un petit mot d'excuse. Moi, ça me bouleverse. Ça laisse une lueur d'espoir, vous voyez. Mais comme quoi, faut faire preuve de fermeté, ma chère Maud. Le geste initial, c'est le vol quand même. Hein. Voilà. Non, mais c'est mignon, hein, ça termine bien. Mais espérons que ça se reproduira souvent, si ça doit se finir comme ça. Oui. Et puis une permission de sortie a été accordée à un détenu pour une raison qui peut surprendre. Alors oui, c'est dans une prison du Nord, un détenu narcotrafiquant condamné qui bénéficie, en fonction de la décision du juge d'application de la peine, d'une sortie pour une réinsertion dans le travail. Disons que ça tombe mal. Ça tombe très mal. Les narcotrafiquants sont aujourd'hui au cœur d'un grand émoi national après les tragédies de Marseille, hein, les 2 assassinats, le grand frère et le petit frère. Et on a vu la mobilisation, j'allais dire, nationale. Et là, on apprend qu'un narcotrafiquant va sortir de prison pour une réinsertion par le travail. Alors, on n'a rien contre la réinsertion. Au contraire, c'est fondamental. Et on sait que les systèmes pénitentiaire français est très sensible à ces réinsertions et que ça donne souvent des résultats positifs. Mais là, quand même, ça tombe très mal. Du coup, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, s'est indigné, carrément. Il a demandé à Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, de faire en sorte que ce détenu qui sort en permission de réinsertion soit surveillé, même si la police n'a pas à le faire. Voilà, il a demandé des garanties pour qu'il n'y ait pas de risque d'évasion. Et puis le garde des Sceaux, du coup, va étudier une proposition de loi qu'il va soumettre au Parlement, prévoyant que le juge d'application des peines, dans certains cas, soit un magistrat spécial, donc une institution nouvelle au niveau des magistrats, pour s'assurer que lorsqu'il
lorsqu'il y a une autorisation de sortie provisoire, une libération provisoire, elle soit décidée par des magistrats, qui ont une compétence très précise et une autorité très précise pour qu'il n'y ait pas de bévue, puisqu'on sait qu'il y a eu quelquefois des évasions. Le comble, c'est qu'il y a eu une évasion la semaine dernière, ou il y a 10 jours à peu près, et qu'il me semble que le détenu n'a toujours pas été retrouvé. Oui, il est peut-être en train d'écrire un bouquin sur sa détention. Ma chère Maud, merci d'apporter cette précision, mais c'est que on parle pas de supposition ou d'extrapolation. Ce sont des faits réels. La liberté provisoire ou les sorties se finissent pas forcément comme prévu au départ. Donc, si le garde des Sceaux et si le ministère de la Justice veut recadrer un petit peu cette institution de juge d'implication des peines pour que la justice soit bien appliquée, c'est tout. On veut pas punir en plus ou en moins, c'est juste que la justice soit bien appliquée et que l'ordre républicain soit maintenu conformément au droit qui fait l'honneur de cette République. Allez, vous restez